ensemble, eh bien, nous allons pendant une petite heure découvrir au travers de questions et puis de vos réponses et puis de votre capacité à répondre des grandes célébrités de Franche-Comté. Ou moins grande. Ou moins grande, on verra. Je vous laisse donc la parole, Brigitte Rochelandais. La parole est à vous. Eh bien, bonjour à tous, merci d'être présents. On va essayer de passer un bon petit moment en se posant des questions. Ça va nous faire du bien, ça va nous faire remuer un peu les méninges, ça va nous réveiller. Donc, on va passer à la première question. Et ça fonctionne. Donc, vous ne trompez pas, le B, c'est quelle couleur ? Blanc. Et la réponse, c'est quelle couleur ? Le petit carton ? Beige. Alors, évidemment, il y en a toujours un. C'est pas blanc, c'est beige. Bon. C'est blanc. D'accord ? On se met d'accord sur le même langage. Hein. Bon, alors je précise que c'est pas trop grave parce qu'il n'y aura ni bonnet d'âne, ni note, ni premier, ni dernier. Tout le monde repartira libéré. Bon, bah c'est pareil. Libéré, délivré, comme dit la chanson. Eh bien, Brigitte, alors la première question, c'est à Besançon, des femmes sont entrées au conseil municipal en quelle année ? 1945, réponse A. 1947, réponse B. 1959, réponse C. Attention, levez les petits papiers. Quelle réponse lever ? Alors, levez bien, levez bien, levez bien. Donc, je vois pas mal de rouge. Alors, au fond... Alors, ceux qui lèvent du rouge, levez le rouge. Ceux qui pensent que c'est la réponse C, levez bien. OK ? La réponse A. Donc... les papiers bleus, levez bien haut les papiers bleus. Ouh, pas beaucoup de papiers bleus. Et la réponse B, donc le papier blanc ou beige pour certains. Il n'y en a pas trop non plus. Alors, on a vu une majorité de rouge, donc pour beaucoup, c'est 1959, Brigitte. C'est ça la bonne réponse ? Eh bien non, c'est 1945. Alors, on applaudit bien évidemment très fort ceux qui ont répondu 1945. On est fair play quand même. Hein. Oui, oui. Ça, c'est du petit applaudissement qui se prépare à la sieste. Plus fort, s'il vous plaît. Donnez-nous quelques détails quand même, Brigitte. Alors, en effet, en 1945, 4 femmes vont rentrer au conseil municipal de Besançon. Donc, on a leur nom, Mademoiselle Gresset, Madame Schmitt, Madame Garnier, Madame Roche. Elles ont entre 21 et 45 ans. Donc, pourquoi cette question ? Pourquoi s'interroger sur les premières femmes qui sont rentrées au conseil municipal de Besançon ou en France ? Bien, il faut savoir que suite à la Révolution, en 1793, les révolutionnaires ont donné le droit de vote universel aux hommes. Donc universel, ça veut dire masculin. Et puis, au XIXe siècle, les hommes se sont gardés le droit de vote et d'éligibilité, évidemment. Et il faut arriver pendant la guerre de 1939 à 1945. Le général de Gaulle, qui avait formé un comité de libération français, décide, donc il est à l'étranger, qu'en 1944, il décide exactement le 21 avril 1944 que lorsque la paix sera rétablie, les femmes en France auront le droit de vote et le droit d'être élues. Donc, un an après, il a tenu parole et le 21 avril 1945, cette loi est passée. Les femmes ont pu voter et être éligibles. Et donc, c'est pour ça qu'à Besançon, donc, une semaine après la loi qui a été votée, les premières élections ont été des élections municipales et les femmes ont pu voter et des femmes ont pu être inscrites sur les listes. Alors, elles ont participé au conseil municipal, mais elles n'ont pas été adjointes, ces femmes. Il va falloir attendre encore quelques années pour qu'il y ait des femmes vraiment adjointes. Donc, cette première rentrée a duré 2 ans, puisque ce mandat ne durait 2 ans en raison des conséquences de la guerre qui se finissait. Et après, à partir de 1947, il y a eu toujours des femmes au conseil municipal de Besançon, sauf en 1950 pour une raison inexpliquée. Et depuis, une mère. Et depuis qu'il y a donc la parité qui est obligatoire, il y a évidemment mi-homme, mi-femme, et depuis les dernières élections, nous avons une femme maire à la tête de la ville de Besançon. Il y a quelques fans là-bas. Alors,
Deuxième question. Quel auteur, né à Besançon au XIXe siècle, a transformé une araignée en soleil? Alors, vous avez trois possibilités. Ceux qui sont plutôt pour le romantique, Charles Nodier, vous levez votre carton bleu. Oui, alors là, on ne fait pas carton. Pauvre Charles Nodier. Oui, Charles Nodier, en tout cas, il a fait d'autres choses, mais en tout cas, selon eux, il n'a pas fait ça. L'utopiste Charles Fourier. Donc ça, c'est le petit carton blanc. Ah, quelques blancs quand même. L'araignée, transformer une araignée en soleil. Et puis, bien évidemment, l'illustre Victor Hugo, c'est votre carton rouge-orange. Levez la main, enfin, levez le carton pour ceux. Il y a beaucoup, je vois peu de cartons qui se posent, donc il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Je vous rassure, il y a au moins une bonne réponse là-dedans. On n'est pas obligé de savoir. Comment ? On n'est pas obligé de savoir. Mais on n'est pas obligé de savoir, c'est vrai. Il y a des gens qui ne savent pas, donc qui vont apprendre des choses d'ici quelques instants. C'est bien évidemment la réponse, Brigitte, la réponse c'est C. Victor Hugo. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que Charles Nodier et Fourier sont des francs-comtois et ils ont écrit aussi des choses un petit peu très originales. La Fée aux miettes de Charles Nodier, par exemple, et Charles Fourier, c'était un utopiste, donc, mais ce ne sont pas eux. En effet, c'est Victor Hugo, donc, qui est né à Besançon en 1802, dans la Grande Rue, et qui n'y est resté certes que 6 semaines, mais qui a impacté la vie de Besançon, puisque quand on parle de Victor Hugo dans le monde entier, on cite toujours Besançon. Donc vraiment, c'est un ambassadeur extraordinaire, Victor Hugo, pour nous. Donc il a eu une carrière extraordinaire, c'est un des plus grands romanciers, auteurs, poètes, dessinateurs du 19e siècle. Il a également eu une vie politique, il a été député, il a été sénateur, il a été exilé, il a écrit beaucoup de choses. Et dans la légende des siècles, qui est presque son chef-d'œuvre, il a écrit beaucoup de chefs-d'œuvre, mais c'est vraiment son chef-d'œuvre. Donc, dans la légende des siècles, il raconte toute l'histoire de l'humanité depuis la création jusqu'à la Révolution. Donc, il raconte là aussi l'histoire de France. Donc, c'est pas toujours facile à lire. Il faut quand même connaître un petit peu l'histoire de France. Et au début, justement, il nous raconte la création et il met face à face le démon et Dieu. Et donc, Dieu et le démon sont dans les ténèbres. Et le démon, qui est très malin, lui dit, on va créer quelque chose, une créature fantastique. Et Dieu lui dit, bon ben d'accord. Donc le démon va dans son antre pour forger, il va être forgeron. Et il demande à Dieu, donne-moi un éléphant, donne-moi un lion, donne-moi un serpent, donne-moi une antilope. Et il prend des parties de tous les animaux, il va créer quelque chose de soit monstrueux, soit de fantastique, soit de merveilleux. Et donc, il dit à Dieu, mais toi, qu'est-ce que tu vas créer ? Et donc, Dieu lui dit, donne-moi ce qu'il reste. Et le démon lui tend une araignée. Et de son ventre rond, Dieu fait un globe lumineux. De ses pattes longues, il fait des merveilleux rayons de soleil. Et c'est pour ça que Dieu tire l'humanité des ténèbres, et c'est pour ça que donc d'une araignée, Dieu fit le soleil. Voilà, j'ai fait une petite manipulation. Alors, ce que je voulais également vous dire, c'est que Victor Hugo, donc je vous incite à aller au musée Victor Hugo, puisque vous allez voir dans ce musée, non pas sa vie, puisqu'il n'est resté que 6 semaines à Besançon, mais que vous allez pouvoir voir tous les combats qu'il a menés contre la peine de mort, contre les violences faites aux femmes, dont il traite très très bien dans Les Misérables avec Fantine, qui est une héroïne merveilleuse, contre l'esclavagisme et également contre le travail des enfants. Il paraît qu'il y a sa chambre dans laquelle il n'a jamais dormi, au musée de Victor Hugo, qui est très demandé et très visité. Alors, un professeur, quelle célèbre personnalité a enseigné à l'université de Besançon? 3 propositions. L'avocat et homme politique Robert Badinter, l'historien Lucien Fèvre ou l'avocat Mathieu, devenu Monseigneur archevêque de Besançon. Alors, première assertion, l'avocat et homme politique Badinter, réponse bleue. Levez bien les bleus, les bleus, les bleus, les bleus, les bleus, les bleus. Ça, c'est tous ceux qui pourraient l'avoir eu en cours éventuellement. L'historien Lucien Fèvre en blanc.
Levez bien les blancs. Ouais, ça vous dit pas trop. Et l'avocat Mathieu, devenu Monseigneur, archevêque de Besançon. Monseigneur Mathieu. Des oranges, voilà. La réponse, Brigitte, je crois que la majorité a eu raison. Hein. Alors oui, c'est Robert Badinter, qui est né en 1928 à Paris, qui, après avoir fait des études de droit privé, a été inscrit au barreau de Paris, puisqu'il voulait devenir avocat. Il a été agrégé par la suite en 1965, et donc il est devenu maître de conférences. Et en effet, il est venu enseigner à Besançon, à l'université de droit, peut-être pas la meilleure année, enfin ça dépend, en 1968-1969. Il n'est resté qu'un an. Et donc, mais il n'a jamais quitté le prétoire, Robert Badinter. Donc moi, je connais des avocats et des avocates qui l'ont eu comme professeur. Donc ensuite, Robert Badinter est devenu garde des Sceaux en 1981. Il a fait voter justement la loi contre la peine de mort en octobre 1981. Il a été président du Conseil constitutionnel, il a été sénateur. C'est un homme d'État toujours très écouté, encore aujourd'hui. Et donc, il est connu, il est célèbre en France et en Europe, en tant que, justement, garde des Sceaux qui a fait voter la loi contre la peine de mort. Alors, je voulais juste dire, par rapport à nos deux autres propositions, Lucien Febvre, donc, est un historien franc-comtois. Il est né à Nancy, mais il a beaucoup vécu en Franche-Comté. Il est enterré à Saint-Amour. Lucien Febvre, c'est un historien qui est connu au niveau européen. C'est mon maître à penser. C'est lui qui a inventé la notion d'histoire des mentalités. Et je tiens à préciser qu'à la faculté de Besançon, il y a un centre qui s'appelle Lucien Febvre qui travaille sur les mentalités. Et puis je vais vous dire un petit mot de Monseigneur Mathieu, parce qu'un avocat devenu Monseigneur, c'est assez extraordinaire au XIXe siècle. Donc il aurait pu enseigner, mais il a préféré enseigner la parole divine et s'occuper de son diocèse byzantin et de faire des constructions très importantes dans le diocèse. Il a beaucoup rénové des églises au XIXe siècle. Merci pour toutes ces informations et on continue avec la prochaine question. Alors, Michel Vautreau, 1945. Michel Vautreau, arbitre international de football depuis plusieurs Coupes du Monde, Coupe de France et une finale de l'Euro, a été classé meilleur arbitre du monde. Alors, là, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent au football. Moi, un peu plus au rugby, donc je suis moins bon, donc j'en sais absolument rien. 1978 en bleu, levez les petits cartons. Ok, très bien, c'est pas la majorité. 88-89, le blanc. Ouais. Et 96-97 en rouge. Alors, je dois vous avouer, Brigitte, que c'est assez... Relevez les blancs. C'est assez mitigé entre les rouges et les blancs. Hein. Les gens hésitent. Alors, c'est quoi la bonne réponse ? Donc, c'est qu'ils savent qu'il l'a eu 2 fois. Ah. Et que c'est un cas exceptionnel. Alors, Michel Vautreau, donc, qui est né en 1945, qui est toujours vivant, qui est né à Saint-Vite. Donc, il a d'abord été arbitre officiel donc, dans des petites communes, et puis il en a fait son métier. Il est devenu arbitre international. En effet, il a dirigé 5 matchs de Coupe du Monde, 2 en 82 et 3 en 90. Il a été arbitre de la finale de l'Euro de 1988 des Pays-Bas contre l'URSS. Ce sont les Pays-Bas qui ont gagné. Et en effet, il a été classé 2 fois meilleur arbitre. Alors ça, c'est fantastique, ça ne s'est jamais répété. Ça ne s'est jamais reproduit. Donc ça prouve son talent, son travail, son honnêteté, son assiduité. Il a été également décoré de nombreuses décorations de chevalier, officier de la Légion d'honneur. En Franche-Comté, il y a un challenge qui s'appelle le Challenge Vautreau, qui a été créé à son initiative, c'est-à-dire qu'il a pris le parti de réunir tous les arbitres franc-comtois pour discuter, pour échanger. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie pour les autres.
Et puis, sa notoriété, en fait, oui, ça c'est quelqu'un de célèbre dans le monde entier grâce au football. Parce Alors, que je déjeunais ce midi en face de quelqu'un qui me disait que pour lui, la personne la plus célèbre de Franche-Comté, c'était Michel Vautreau. Ah ben oui, vous voyez, donc c'est quand même... Vous êtes d'accord avec ça? Pour vous, c'est la personne la plus célèbre? Les gens qui aiment le foot. Ouais, pour ceux qui aiment le foot, oui. Alors c'est vrai qu'il a une place à Dampierre, il a une place aussi dans un petit village de Haute-Saône à Severs, il a un complexe sportif qui porte son nom à Saint-Vite, et puis également dans le Pas-de-Calais. Donc oui, c'est quelqu'un quand même qui a une célébrité largement au-delà de nos frontières. Allez, on continue. Un artiste oublié avec... C'était Michel, 88-89. Ah, excusez-nous. On l'a affiché, bien. mais on a oublié de le dire. C'est bien, il y a des gens qui suivent. C'est bien. 88-89, la réponse B. Donc c'était les petits papiers blancs. Alors, un artiste oublié avec un père député du Jura, une mère autrice féministe et un parrain président de la République. Ben, rien que ça. Cet artiste né au 19e siècle est exposé dans le Jura et au musée des Beaux-Arts de Besançon. S'agit-il, réponse A, de Marguerite Siamour, réponse B, Anne de Chardonnay, et C, Julie Considérant. Alors le A, Marguerite Siamour, est-ce que c'est elle qui a un père député du Jura, une mère autrice féministe? Levez-les bien haut, bien haut, bien haut, bien haut. Parce qu'entre les sièges bleus, les masques bleus, je dois avouer que beaucoup répondent bleu. Ok. Alors en blanc, Anne Chardonnay. Ok. Et c'est Julie Considérant en rouge. Voilà. Et ceux qui ne savent pas, levez juste la main. On a quand même une majorité de personnes qui ne savent pas. Brigitte, c'est quoi la réponse alors? Alors la réponse, c'est Marguerite Siamour. Alors c'était les trois femmes qui sont nommées, ce sont trois artistes. Marguerite Siamour est une artiste. La deuxième de Chardonnay, c'est la fille du comte de Chardonnay qui était également sculptrice. Et Julie Considérant, c'est la fille de Clarisse Considérant qui était miniaturiste, Julie Considérant. Donc ce sont trois femmes qui étaient artistes. Mais celle qui est donc sur la sellette pour l'instant, donc Marguerite Siamour, s'appelait Marguerite Gagneur. Elle a pris le surnom de Siamour en tant qu'artiste, puisqu'elle est née dans le Jura près de Siam, et amour, elle a fait quelque chose de très poétique, très romantique. Donc son père est député du Jura, il s'appelle Vladimir Gagneur. Donc il a été député de 1869 à 1889. C'est un homme aux idées républicaines. Sa mère est en effet une autrice féministe. Elle s'appelle Marie-Louise Mignereau. Elle est complètement oubliée de la scène aujourd'hui, mais elle a écrit plus de 40 ouvrages, comme par exemple Le Calvaire des femmes. C'était vraiment une femme très très engagée au niveau du féminisme. Et puis son parrain était Jules Grévy, donc, qui a été président de la République de 1879 à 1887, qui est né à Mont-sous-Vaudrey. Donc, c'est dans le Jura que Marguerite Siamour est née. Marguerite Gagneur, ou Siamour, donc, elle est très instruite, puisque ses parents l'envoient à l'école. Et surtout, c'est une fille unique, donc elle va pouvoir choisir ce qu'elle veut faire. Elle dit à ses parents, mais moi je veux être sculptrice. Alors ce qu'il faut savoir, au XIXe siècle, c'était pas très très facile pour les femmes d'être sculptrices, j'y reviendrai. Donc elle leur dit, en plus je veux en vivre. Alors que la fille du comte de Chardonnay a été également sculptrice, mais c'était elle avait du talent, plutôt pour passer son temps. Donc Marguerite Siamour, elle dit, ça va être ma profession. Donc, elle va suivre des cours privés, puisqu'à cette époque-là, les femmes ne pouvaient
pas vraiment peindre, pas apprendre dans l'école des beaux-arts, ni la peinture, ni la sculpture. Il y avait quand même beaucoup de critiques par rapport aux femmes qui devenaient artistes parce que c'était un métier dangereux, c'était des femmes qui ne vivaient pas correctement, qui restaient célibataires. En plus, quand on était sculptrice, on maniait la terre, on maniait la glaise, on maniait le marteau, le couteau, le marbre. Et donc, on disait aux femmes, mais enfin, vous allez vous abîmer vos petites mains dans la glaise, c'est quand même pas très correct pour une jeune fille de bonne famille. Donc, il fallait vraiment avoir du courage et du talent pour arriver à en vivre. Donc, Marguerite Siamour, elle va être poussée par ses parents. Il faut savoir quand même que de 1885 à 1912, elle va faire 200 bustes d'hommes d'État ou de femmes engagées. Elle va faire également des allégories de la République. L'État va lui commander plusieurs œuvres, preuve de son talent, parce que l'État commande aussi quand il y a du talent. Et puis, son œuvre a longtemps été visible dans le Jura. Ici, vous avez une représentation d'un lecteur qui c'est à Poligny. Donc, on voit qu'elle fait des choses assez imposantes. Il y a également des tombes au Père-Lachaise qui sont ornées de bustes réalisés par Marguerite Siamour. Elle a donc Poligny, Saint-Claude, Saint-Lotin dans le Jura ont de ses œuvres. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu aussi pas mal de ses œuvres qui ont été détruites pendant les deux guerres, pendant la guerre de 14-18 ou pendant la guerre de 39-45 pour récupérer justement de la matière. Elle est également visible au musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier et le musée des Beaux-Arts de Besançon possède également une femme endormie qui est vraiment très très beau, très sensuelle. Elle faisait des choses très dures mais aussi extrêmement sensuelles. Donc c'est aujourd'hui une artiste qui revient sur le devant de la scène parce que ces femmes artistes, qu'elles étaient sculptrices, autrices, peintres, on les a un petit peu reléguées au fond des réserves des musées ou dans les bibliothèques. Et grâce aux nouvelles études qui sont aujourd'hui portent sur justement le féminin, de tels artistes sont remis sur le devant de la scène et on les rend visibles, on les tire de l'oubli. Merci pour toutes ces explications. C'était un peu la Camille Claudel du Jura. Un petit peu. Oui. Elles se connaissaient, ces femmes, alors je sors peut-être un peu de votre... Ces femmes artistes, elles se réunissaient, elles se connaissaient, bien que parfois peut-être éloignées de plusieurs centaines de kilomètres. Alors, Marguerite Siamour, elle a beaucoup vécu à Paris. D'accord. Son père lui avait acheté un atelier. Donc elle a vécu, oui, elle venait sculpter aussi dans le Jura. Mais oui, il y avait quand même un collectif, il y avait une association de sculptrices, parce qu'il y avait des sculptrices qui pouvaient, alors Camille Claudel, pas elle, mais ou des peintres, des femmes peintres, qui, ayant du succès, s'étaient dit on va créer une école spéciale pour les femmes qui sera beaucoup moins chère que dans des ateliers privés. Alors, on continue notre questionnement sur ces personnalités. C'est une personnalité impériale, issue d'une famille de forgerons. Cet érudit, grand amateur d'art, est devenu le lit de repos de l'un des plus puissants souverains d'Europe, Charles Quint. Alors, de qui parle-t-on? De l'archevêque Hugues de Salins, réponse A. B. Nicolas Pernaut de Granvelle. Et réponse C. L'intendant Charles-André de Lacorée. Je vous laisse répondre. Alors, pour la réponse A, qui est-ce qui pense que c'est l'archevêque Hugues de Salins? Levez bien haut les petits papiers bleus. Alors là, c'est 0. Ok, très bien, c'est votre choix. Vous avez peut-être tort, mais c'est votre choix. Nicolas Pernaut de Granvelle, levez bien haut les petits papiers blancs. Ok. Et rouge, l'intendant Charles-André de Lacorée, levez-les bien haut, que je vous vois. Et ceux qui ne savent pas de quoi on parle et de qui on parle, levez bien haut la main. Quelques-uns. Tout ça, c'est un peu... Il n'y a pas beaucoup de bleus, quelques blancs et quelques rouges. C'est quoi la bonne réponse, Brigitte? Alors, la bonne réponse, c'est Nicolas Pernaut de Granvelle. Bravo à vous. Donc, qui possède un palais au centre-ville sans avoir de princesse. Parce qu'un palais, normalement, il y a une princesse. Alors, Nicolas Pernaut de... Il y a une rue des deux princesses, nous attendons ce matin, qui était 3 au début, exactement. Mais qui était en fait pas princesse. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Donc, Nicolas Pernaut de Granvelle est né en 1517 dans la région d'Ornans et il est mort en 1586 à Cologne.
à Augsbourg, pardon. Il est né Nicolas Perrenot. Il va devenir de Granvelle par la suite. Donc, la famille Nicolas Perrenot de Granvelle, c'est l'histoire d'une ascension fabuleuse due au travail, à l'intelligence et au réseau. Le self-made man du Voilà, XVIe siècle. exactement. Donc, on l'a appelé en effet le lit de repos de Charles Quint, puisqu'il a été au service de Charles Quint. Alors, toute cette ascension, c'est assez incroyable, puisque Nicolas Perrenot, il est issu d'une famille de forgerons de la région d'Ornans, enfin ses aïeuls, hein, ses ancêtres, ce forgeron, c'est déjà un très très beau métier, qui est très respecté. Ces ancêtres forgerons vont former leurs enfants à devenir notaires, donc déjà un saut dans l'intellect. Et puis le père de Nicolas est notaire et il va le former à devenir avocat. Il va l'envoyer à l'université de Dole où il va devenir donc spécialiste du droit. Il va rentrer au Parlement de Dole, donc le plus important organe de la région, un organe politique, un organe judiciaire, un organe financier. Et là, il va se faire repérer par des gens qui travaillent au service de Charles Quint ou de la tante de Charles Quint. Il faut savoir que la comté, à l'époque, n'est pas française. Nous ne faisons pas partie du royaume de France. Nous sommes comté de Bourgogne. Nous sommes liés aux Pays-Bas, nous sommes liés à l'Empire et nous sommes liés à l'Espagne, ce qui fait beaucoup, puisque Charles Quint va être roi d'Espagne, empereur et également comte de Bourgogne et des Pays-Bas. Donc, il va être repéré tellement il est puissant en travail, très intelligent, humaniste, et donc il va rentrer au service de Charles Quint, qui va être assez impressionné par cet homme. Et Nicolas Perrenot, il a une grande qualité, c'est qu'il va lui être extrêmement fidèle. Il ne va pas compter ses heures, on va dire. Et donc, il va évidemment réussir. Donc, au service de Charles Quint, il le suit partout. Il va donc rencontrer les plus grands de l'époque, François Ier, Henri VIII et tout ce qui tourne autour. Il a un rôle essentiel sur l'échiquier politique européen, attention. Donc il va beaucoup s'enrichir. C'est pour ça qu'il va faire construire ce palais qui est d'une modernité à l'époque essentielle, qui est imposant. Bon, il veut montrer qu'il a de l'argent, qu'il a du pouvoir. Il rencontre les plus grands peintres. Ici, vous avez un tableau qui est peint par le Titien. Tout le monde n'avait pas son portrait par un tel peintre. Et puis, ce qui va également contribuer à son ascension, à Nicolas Perrenot, c'est qu'il va épouser une femme qui s'appelle Nicole Bonvalot, qui est issue de la bonne bourgeoisie byzantine. Et le père et la famille de Nicole Bonvalot, ils sont gouverneurs à Besançon. Donc, ils ont des postes très importants au niveau politique. Elle a un frère qui est archevêque, des gens extrêmement... un oncle archevêque. Et donc, tout ce réseau va aider énormément Nicolas Perrenot à accéder justement au pouvoir, puisque Nicole Bonvalot, à cette époque-là, elle ne peut pas accéder au pouvoir. Donc les femmes, elle va rester dans son palais, elle va en suivre les travaux, mais c'est une femme qui va avoir quand même 15 enfants en 14 accouchements, donc c'est quand même une femme très courageuse. Bon, elle avait des aides. Et donc, à partir du moment où il va voir qu'il a de l'argent, Nicolas Perrenot, eh bien, il va acheter la seigneurie de Granvelle. C'est pour ça qu'on parle de Nicolas Perrenot de Granvelle. Parmi les enfants du couple Nicolas et Nicole, il va y avoir un fils qui s'appelle Antoine Perrenot de Granvelle, cardinal, hyper intelligent, encore peut-être plus intelligent que son père. Il parlait 7 langues. Il va voyager également dans toute l'Europe. Donc ce sont les Perrenot de Granvelle. Par la suite, leur descendance va disparaître. Mais ce sont des humanistes, ce sont des amateurs d'art. Ils parlent avec tout le monde, ils essayent toujours, ils préfèrent la paix à la guerre. Bon, c'était quand même, à l'époque, on se battait beaucoup. Donc les Granvelle, ce sont des hommes très très importants sur l'échiquier politique. Or,
on n'en parle jamais dans les livres d'histoire. C'est vrai, on les Alors oublie. pourquoi? Eh bien parce que nous sommes du comté de Bourgogne et parce qu'ils étaient au service de l'empereur Charles Quint ou de son fils. Donc ils ne sont pas dans nos Donc ils sont pas dans nos livres d'histoire, mais voilà, peut-être dans le livre d'histoire exactement. des États Voilà, européens exactement. frontaliers, Voilà. les Pérenneaux de Granvelle. Merci pour ces longues explications, mais ô combien passionnantes. Question suivante. Paulette Guinchard, 1949-2021, je crois qu'elle a été célébrée dernièrement. La semaine dernière. Secrétaire d'État aux personnes âgées, Paulette Guinchard a initié l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, qui a été votée en 1995, réponse A, en 2001, réponse B, ou en 2004, réponse D. Alors, je vais demander qu'on lève les petits papiers. 1995, levez la main. Les bleus, les bleus, les bleus, les bleus, les bleus, les bleus. C'est fini pour les bleus, vous pouvez baisser les blancs. 2001. Alors, sur le devant, premier parti, c'est 2001. Levez bien la main, 2001 au fond que je vois. Oui, ça lève aussi. Et enfin, rouge pour 2004. Et je n'en sais rien. Levez la main. Pourtant, vous êtes pour certains, mais tous concernés. Alors, c'était quelle réponse Alors, c'était 2001, c'est 2001. Bravo, il y en a qui se félicitent. Désolé pour ceux qui se sont trompés de 3 ans et pour ceux qui se sont trompés de 6 ans. Oui, alors Paulette Guinchard, c'est peut-être la plus célèbre des Comtoises. Quand on dit c'est Paulette, on n'a même pas besoin de dire que c'était Guinchard. Donc c'est vraiment une personnalité très ancrée dans nos cœurs. Ah oui, il n'y a même plus besoin de dire le nom. On dit c'est Paulette, on sait que c'est Guinchard derrière. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui nous touche beaucoup. Qu'on soit de n'importe quel bord politique, Paulette, c'est Paulette. C'est un monument en Franche-Comté. Donc elle a aussi compté en France, puisqu'elle a accédé aux plus hautes fonctions, enfin à des hautes fonctions ministérielles dans un gouvernement. Exactement. Donc elle est née en 1945, Paulette, dans une famille d'agriculteurs, donc à Renier. Et elle va devenir d'abord infirmière pour enfants autistes, donc ce qui va développer évidemment son empathie pour les autres, son écoute vis-à-vis des autres. Et puis ensuite, elle va assurer des formations justement pour former des gens pour les personnes âgées. Et parallèlement à son travail, donc qui est déjà très prenant, elle va entrer en politique. C'est vraiment une engagée politique, un engagement très, très, très profond. Donc elle va déjà entrer au conseil municipal de Besançon en 1983. Donc là, il y a beaucoup plus de femmes à cette époque-là au conseil municipal. Elle va devenir conseillère régionale donc, à Besançon, de la Franche-Comté. Et puis, elle va être élue députée en 1997. Et c'est à partir de ce moment-là que Lionel Jospin, donc, sous le gouvernement Jospin, alors qu'il y a eu la cohabitation, Lionel Jospin va lui demander de rédiger un rapport sur vieillir en France. Donc, à partir de 1999, elle travaille sur ce sujet qui lui tient beaucoup à cœur. Et puis, en 2001, justement, elle va être nommée secrétaire d'État, donc ministre d'État. Et c'est elle qui va être rapporteure de cette loi qui va consacrer l'APA, donc l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées qui sont dépendantes. Donc cette loi va favoriser justement l'aide à ceux qui sont qui ont plus de 60 ans, alors soit qui sont à domicile pour leur permettre de se laver, de se lever, de s'habiller, de manger, ou soit d'être placés en établissement. Donc oui, en effet, Paulette, elle a été une combattante jusqu'au bout. Elle a quitté la politique en 2007 parce qu'elle était malade. Et puis, en 2020, cette année, donc, elle a décidé de mourir par suicide assisté. Elle l'a fait publiquement, elle l'a annoncé publiquement parce que ça signifiait qu'elle était engagée jusqu'au bout. Et en effet, samedi dernier, il y avait donc un hommage au centre-ville en l'honneur de notre Paulette tant aimée, qui est bien connue en France également. Merci beaucoup. Alors, on continue avec la question suivante. Claude Goudimel, 1505-1572, était donc originaire de Besançon et il a laissé son souvenir dans cette belle ville et peut-être dans le monde entier. Pour quelle raison ?
Réponse A, c'était un compositeur de musique sacrée protestante. Réponse B, c'était une double espionne à la solde de François Ier et également de Charles Quint. Et C, c'était un lieutenant de police, auteur d'un traité sur la torture. Alors en effet, il peut y avoir un piège parce que Claude peut s'entendre au masculin et au féminin, bien évidemment. Tout ça pour vous orienter vers la bonne ou la mauvaise réponse, car je suis taquin cet après-midi, pardon. Alors A, compositeur de musique sacrée protestante. Levez le... Alors, on sent qu'il y en a qui ont fréquenté les bons collèges. Ok, bleu. Ok, très bien. Double espionne à la solde de François Ier, papier blanc et de Charles Quint. Quelques mains, mais pas beaucoup. Et lieutenant de police, auteur d'un traité sur la torture. Réponse rouge, levez la main. Bon, majoritairement, on a vu quand même des bleus. Si je en crois la majorité, c'est ça, bleu. Brigitte? C'est un compositeur de musique protestant. Alors, il y avait un piège. Lequel? C'est-à-dire qu'à Besançon, il y a une rue qui s'appelle la rue Goudimel. Et autrefois, le commissariat de police était rue Goudimel et on disait on va à Goudimel. Quand on allait, quand on disait, c'est pour ça que vous vous êtes trompés, ceux qui ont mis du rouge? Oui, c'est pour ça? D'accord. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui me disent je viens à Goudimel alors que le commissariat a complètement changé. Hein. C'est ça, il n'est plus du tout... C'est un compositeur de musique qui est inconnu au bataillon, je pourrais vous dire, mais qui est très connu dans les milieux artistiques. Et donc, il était protestant, il a fait 5 messes sacrées, il a fait des motets en pagaille, il a fait des psaumes. Il était donc justement protestant et il a vécu à Paris, à Besançon et à Lyon. Et il est mort... entre le 24 août 1572 et le 28 août 1572 à Lyon, parce que c'était les échauffourées de la Saint-Barthélemy qui a débuté à Paris et qui s'est répandu dans toute la France. Et donc, il a été égorgé par des catholiques, puisqu'il était protestant. Alors, il y a des protestants qui ont égorgé des catholiques. Hein, et puis, il a été jeté dans le Rhône, donc on n'a jamais retrouvé son corps. Et son souvenir s'est un petit peu évaporé. Mais pourtant, depuis les années 1970, toute son œuvre a été rééditée. C'est la question que j'allais vous poser. On peut, sur des plateformes de musique adéquates, retrouver du Goudimel. Tout à fait. Et il est très reconnu par les spécialistes. Je n'en doute pas. Je pense que j'écouterai ça dans mon trajet en rentrant sur Nantes ce soir. Alors, on continue notre petit parcours. Byzantin ayant de l'humour. C'est pas moi. Non pas parce que j'ai pas d'humour, c'est parce que je suis pas byzantin réellement. Ce byzantin se comparait à Victor Hugo en disant « Nous sommes nés tous les deux à Besançon, tous les deux dans la Grande Rue, lui au 138, moi plus modestement au 23. Qui suis-je » Alors, c'est soit Auguste Castan, historien archéologue, Félix Gaffiot, créateur du dictionnaire du même nom, ou Tristan Bernard, très souvent cité aux grosses têtes, auteur et créateur de mots croisés. Alors, première réponse, Auguste Castan, historien archéologue, levez les petits papiers bleus. Ok, là je fais un flop, mais hors total. Félix Gaffiot, moi personnellement, j'ai le Gaffiot à la maison, j'ai le Bailly aussi, et je ne le voyais pas être un grand humoriste, mais bon. Alors Félix Gaffiot, qui pense que c'est Félix Gaffiot? Levez les papiers blancs. Bon, alors les papiers rouges. Ah ouais, là, c'est unanime. C'est unanime. Ça ne pouvait être que Tristan Bernard. Ce sont trois Byzantins. Hein, oui, c'est 3 Byzantins quand même. Oui. Ils étaient de Byzantins tous les 3. Mais est-ce qu'ils avaient tous les 3 de l'humour? Ça, on n'en sait rien. Castan, l'archéologue, moyen. Gaffiot peut-être. Sur quelques jeux de mots en citation latine peut-être, éventuellement. Mais bon, c'est quand même bien de savoir que c'est un Byzantin qui a inventé le Gaffiot. Donc, alors, Tristan Bernard, donc né en 1866, donc bien après Victor Hugo est mort en 1947. Donc, il habitait en effet Grande Rue. Alors, il disait « Je ne retomberai jamais en enfance, j'y suis toujours resté ». Ça, c'est lui. C'est une très belle photo. C'est fait par le photographe Harcourt à Paris. C'est pour ça qu'elle est très jolie. Donc, Tristan Bernard, Tristan, c'est son nom de plume parce qu'il s'appelait Paul. Si vous avez suivi ce matin, Monsieur Estavoyer il l'a déjà expliqué. Nous a mentionné le fait qu'il avait changé de nom suite à un jeu. Voilà. Très bien. Bon, alors je vais y passer. Donc, il a été journaliste pour l'Humanité, pour Le Figaro et pour Le Canard enchaîné. Il était avocat, mais il n'a jamais
plaider. C'est un romancier, il a fait beaucoup de policiers et c'est aussi un auteur dramatique et donc il est très connu évidemment par les cruciverbis, hein, donc, puisqu'il a fait quelques définitions. Moins cher quand il est droit, le piano. Bon. Ne reste pas longtemps ingrat, l'âge. Donc, je vais passer puisque ce matin vous en avez parlé. Donc, c'est vrai qu'il est souvent oublié, mais qu'en effet, il est souvent cité aux grosses têtes. Alors, on passe à la diapositive suivante. Edgar Faure, grande figure politique, 1908-1988. Il a débuté sa carrière politique en 1947 par son élection à la mairie de... Alors moi, je réponds sans hésiter, mais je ne vais pas donner la réponse. De Baume-les-Dames, de Pontarlier, réponse B, ou de Port-l'Aîné, réponse C. Alors, ceux qui pensent que c'est à Baume-les-Dames, levez les petits papiers bleus. Non. Pontarlier, les petits papiers blancs. Port-l'Aîné, petit papier rouge. Oui, alors là, le village n'étant pas très loin, c'est Port-l'Aîné, hein, oui. c'est ça? Ouais. Alors, il y avait un petit piège parce qu'il a été également maire de Pontarlier, mais il n'a pas débuté à Pontarlier. D'accord. C'est ça. C'est comme beaucoup de maires, on commence par la petite ville et puis hop, quand on est un peu en périphérie, paf, on passe sur la grosse. Il a adoré. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Edgar Faure n'était pas franc-comtois, il était biterrois, il est né à Béziers, et puis il a dû tomber en amour de la Franche-Comté au niveau politique, puisqu'il a débuté sa carrière politique, justement. C'est un parachutage dans le langage politique. Oui, bon. Donc, en étant à Port-l'Aîné, donc il est quand même resté maire de Port-l'Aîné de 1947 à 1971. Et puis, entre 71 et 83, il est allé faire un petit tour à Pontarlier. Et puis, il est revenu à ses premières amours de 83 à 87. Mais il n'est pas que maire. Il a été président du conseil régional, il a été conseiller au conseil général. Donc, il a eu, en Franche-Comté, il a eu beaucoup de mandats. Il a été sénateur, il a été député, il a été quand même 12 fois ministre, Edgar Faure. C'est un animal politique. Hein. Oui, et puis qui n'a jamais renié ses racines de parachutage depuis 1947, oui, bien sûr. Ce qui en a fait un vrai franc-comtois finalement. Oui, bien sûr. Et puis, donc, il a été ministre de l'Agriculture, du Budget, des Finances, des Affaires étrangères. Donc, il était extrêmement cultivé, il était brillant, il était travailleur. Il avait sans doute quelques défauts. Et il possédait un certain trait d'humour, puisque quand on lui disait qu'il était une girouette, il disait que non, c'était le vent qui tournait. Hein, donc ça, c'est vraiment très lié à sa personne. Donc c'est un homme très connu, très célèbre donc par son caractère et par son travail. Et puis les Comtois et les Bisontins. Alors les Bisontins lui doivent quand même. Il a légué quelque chose à la cité, c'est-à-dire que c'est lui qui a, quand il est devenu président du conseil régional dans les années 87, je crois, il a préféré restaurer l'édifice de l'archevêché plutôt que de faire construire un bâtiment tout moderne. Parce que les présidents, à l'époque c'était surtout des présidents de conseils régionaux, voulaient avoir... C'était les débuts des régions administratives avec les pouvoirs. Exactement. Et chacun a fait Alors construire de monumentales... il a vraiment... il a sauvegardé déjà cet édifice et donc c'est vraiment un legs qu'il a fait aux Byzantins. On a préféré le patrimoine à l'outil administratif. Alors on continue, une personnalité universelle celle-ci, cette personnalité dont l'œuvre rayonne dans le monde entier possède sa statue à Saint-Pierre d'Europe, à Naples et à Sensé-le-Long. C'est pas peu dire. Alors est-ce qu'il s'agit de Xavier Bichat, médecin anatomiste, de Sainte Jeanne Anti de Touret, fondatrice des Filles de la Charité, ou alors Saint-Colomban, fondateur de l'abbaye de Luxeuil. On aurait presque pu rajouter pour piéger Calixte II, hein, on aurait pu le rajouter dans la liste. Hein. Mais bon, alors, réponse A, Xavier Bichat, médecin anatomiste. Réponse A, lever les papiers bleus. Ouais, pas grand monde. Sainte Jeanne Anti de Touret, fondatrice des Filles de la Charité. Très bien. Et Saint-Colomban, fondateur de l'abbaye de Luxeuil. Levez les papiers rouges. Et ceux qui ne savent pas, levez la main. Alors, grosso modo, tout le monde dit que c'est Sainte Jeanne Anti de Touret. C'est ça la bonne réponse? Oui, alors ce sont des gens qui ont suivi mes cours, hein, ça. C'est ça. Alors oui, ou qui sont allés à Rome. Jeanne Anti de Touret, c'est
l'icône franc-comtoise, révolutionnaire sans avoir fait la révolution. C'est une femme extraordinaire, à la biographie digne d'un roman, mais tout est vrai. Elle est née en 1765, donc à Sensé-le-Long, donc sur la petite, sur l'image là, à gauche, c'est la maison de Jeanne Anty de Tourret qui est aujourd'hui en musée, et puis de l'autre côté, c'est à Naples. Donc, elle est issue d'une famille aisée de Sensé-le-Long et d'une famille assez nombreuse. Elle a plusieurs frères et elle a une petite sœur. Et ça, elle va être orpheline de mère quand elle va avoir 14-15 ans. Donc, elle va, enfin, pas remplacer sa mère, mais elle va faire office de femme de ménage à la maison. Et elle est donc issue d'une famille assez aisée. Elle est extrêmement jolie. Il y a un tableau où elle a les yeux d'un vif. C'est impressionnant. Et donc, son père lui dit, quand tu as 16 ans, il va falloir que tu te maries. Hein. Il y a plusieurs garçons qui ont demandé ta main. Tu as un très, très bon parti. Et elle lui dit, mais il n'y a qu'un homme qui me plaît, c'est le Christ et ça sera le Christ. Et en effet, elle va devenir religieuse. Et elle rentre en religion en 1788 à Langres. Éclate la Révolution, elle ne pourra pas prononcer ses vœux, mais elle a décidé de toute façon de devenir religieuse, donc elle va attendre. Elle n'est pas pour les révolutionnaires, hein, pas du tout. Et donc elle va attendre un petit peu, elle va vivre des choses extrêmement difficiles puisqu'elle va être obligée de se cacher en tant que religieuse. Elle va apporter du soutien aux gens des petits villages et de Besançon. Et surtout, vers 1795, elle sait que sa petite sœur Barbe est partie à Constance, donc en Allemagne, et avec une secte. Elle va aller la rechercher. Donc, elle part à pied, toute seule, donc elle a du courage à cette époque-là. Elle va chercher sa petite sœur, et sa petite sœur meurt dans ses bras, enfin meurt la veille de son arrivée. Donc elle revient, et c'est là que sur le chemin du retour, qu'elle va rencontrer 2 prêtres exilés qui vont lui dire, il faut que tu prépares notre retour en Franche-Comté. Tu vas enseigner aux petits-enfants, aux petits garçons et aux petites filles pour rechristianiser la Franche-Comté. Donc elle se dit, oui, d'accord. Donc elle n'a peur de rien, Jeanne Anty. C'est ça qui est assez fascinant. Et en effet, elle va ouvrir déjà une petite école à Besançon, rue des Martelots. Donc elle va enseigner aux petites filles, et puis la mairie va lui dire, il faudrait aller faire le ménage à Bellevaux, c'est un asile prison, donc elle va avec 3-4 sœurs, elle a fondé une congrégation, elle arrive à Bellevaux, il n'y a que des hommes ou des malfrats, elle n'a pas peur, elle va les faire participer au ménage, elle a un caractère extraordinaire, et ensuite sa fondation va essaimer dans le monde entier, et la mère de Napoléon lui demande d'aller à Naples justement, puisque un des frères de Napoléon est roi de Naples, pour enseigner aux petites filles. Alors elle est révolutionnaire parce que elle ne veut absolument pas de cette révolution, mais elle est féministe sans le savoir, puisqu'elle dit si les petites filles arrivent à avoir de l'instruction, elles vont avoir un métier, et un métier, elles seront indépendantes, donc elles pourront vivre tranquillement. Donc c'est vraiment, elle va mourir en 1826 à Naples. On va un petit peu l'oublier, parce qu'il y a eu quelques histoires à Besançon, parce qu'on aurait bien voulu lui prendre son œuvre, donc elle va faire de la résistance. Et donc elle va seulement sortir, je dirais, de l'oubli en 1926, puisqu'elle va être béatifiée, et puis elle va être canonisée en 1934. Donc pour moi, c'est vraiment une femme extraordinaire, c'est vraiment une icône révolutionnaire, mais pacifiste. Absolument, et vous avez tout à fait raison de rappeler qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de petites filles à travers la planète qui ne sont pas éduquées. Exactement. Et qui à la fois pourraient apporter du travail et de l'économie, et puis en même temps, ça fait partie, en effet, du droit à la connaissance pour toutes et tous. Allez, on continue. Aimer des enfants, des parents et des grands-parents et des arrière-grands-parents, on peut le dire aujourd'hui, parce qu'évidemment, l'âge, c'est de plus en plus tard maintenant. Alors, Aldebert, ça y est, j'ai réussi à le prononcer. Aldebert, auteur, compositeur, interprète, né en 1973, a créé A. Émilie Joly, B. Enfantillage 1, 2, 3, 4. Je suppose qu'un 2, 3, 4, c'est les 3 albums. C'est pas le nom de l'album. Non, c'est... Je le savais, je taquine. C'est la petite Charlotte. Alors, A, réponse bleue, Émilie Joly. Ok. On voit qu'il y a des grands-parents. B, enfantillage 1, 2, 3, 4. Ok.
La petite Charlotte, réponse rouge. Et je ne sais pas, réponse main. Personne ou très peu de monde, c'était bien évidemment les enfantillages 1, 2, 3, 4, oui. Qui ne les a pas écoutés, même en dehors de Franche-Comté. Oui, ah oui, oui, sur les sûr. longues routes des vacances, oui. Et c'est bien qu'il y en ait 4. Oui. Oui. Donc Aldebert n'est pas un franc-comtois, mais il est arrivé à Besançon quand il avait l'âge de la scolarité, de l'école primaire, et ensuite il a fait donc tout son cursus à Besançon. Il a un bac professionnel photographe et il s'est mis à écrire. Alors il a écrit pour les adultes, hein, mais il aime beaucoup écrire pour les enfants, participer. Donc dernièrement, dernièrement, il a fait une chanson sur le Corona Minus pour apprendre justement aux enfants à l'école les gestes barrières, bien se laver les mains, se tenir éloigné, ne pas s'embrasser. Donc il est extrêmement connu et apprécié aussi par les professeurs et les professeurs. Et oui, il a fait passer la chanson pour enfants dans le mode intelligent et moins bêtifiant, ceci étant à chaque époque son chanteur. Alors, parce que vous y avez échappé, hein, mais vous auriez pu avoir, je sais pas, Maurice Lantier en fin de spectacle cette année. Bon, ça remonte un petit peu maintenant, hein, mais ça a quand même été la star des maisons de retraite et des spectacles seniors pendant des années. Allez, Louis Pasteur, 1822-1895, inventeur du vaccin contre la rage, savant connu mondialement, a reçu plusieurs distinctions honorifiques, dont, ça on ne sait pas, c'était quoi? Le mérite agricole? Réponse A. Le prix de Rome en peinture, réponse B. Moi, j'en sais rien du tout, donc j'ai les réponses sous les yeux, je vais regarder au fur et à mesure. C'est le concours Lépine, et je ne sais toujours pas. Alors, réponse A, le mérite agricole. On sent vraiment qu'on est dans une région où on connaît, on aime Pasteur. Le prix de Rome en peinture, pour la première représentation d'un virus, c'est le concours Lépine. Vous avez raison, hein, c'est le mérite agricole. C'est le mérite agricole, puisqu'il a fait des travaux sur le vin, la pasteurisation, sur la transformation du vin en vinaigre. Il a fait également des travaux sur l'élevage des vers à soie. Et évidemment, Pasteur, c'est un monument comtois, hein, puisqu'il est né à Dole. Et puis aujourd'hui, l'Institut Pasteur, c'est l'un des hommes dont le nom est le plus utilisé pour des écoles. Ah oui. Il y a 2020 rues à son nom en France. Et puis, il est énormément utilisé aussi au fronton des édifices publics. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est connu d'ailleurs dans le monde entier. C'est une célébrité internationale. Alors, Denise Laurac, on prononce Laurac, c'est ça, ou Laurac? Laurac. Laurac, c'est comme Bach. 1916-2001, cette grande dame a fondé le musée de la résistance de la déportation à la Citadelle en 68, 71 ou 1981. En 68, levez bien les papiers. Non, très peu en tout cas. 71, réponse B. Ok. 1981, réponse C. Un peu moins. On est donc en 1971, hein, c'est ça? Oui, c'est en 1971. Il y a 50 ans maintenant. Vous avez donc toute l'équipe du musée de la Résistance, puisque Madame Laurac ne l'a pas fondée toute seule. C'est à son initiative parce que Denise Laurac donc, a été déportée avec son fils au camp de concentration de Bergen-Belsen, là où a été enfermée également Simone Veil, Anne Frank et sa sœur. Donc, et quand elle est revenue donc, à Besançon, elle a par la suite décidé, avec la municipalité évidemment, d'ouvrir un musée donc, avec des collègues. Là, elle est au milieu, c'est elle en blanc, assise. Et le monsieur qui a des lunettes à côté, c'est monsieur Marco, c'est un universitaire qui est justement spécialiste de la résistance et de la déportation à l'université de Besançon. Donc ça aussi, c'est un musée qu'on peut aller voir avec des adolescents, mais il est fermé jusqu'en 2023, il est en totale restauration. Alors, on va parler d'Alexis Godillot, 1813-1893, qui est né à Besançon. Et Alexis Godillot est l'inventeur de quelque chose. Qu'est-ce donc? Le godillot militaire avec un pied gauche et un pied droit,
les godillots militaires avec 2 pieds identiques ou la fermeture éclair. Alors, réponse A, les godillots militaires avec un pied gauche, un pied droit. Levez les petits papiers bleus si vous pensez que c'est ça. Ok. Le godillot militaire avec 2 pieds identiques, les papiers blancs. Oui, un peu moins. Et la fermeture éclair en rouge. Ok, alors qui dit godillot, on peut supposer que c'est une question de chaussures. Oui. C'était quelle réponse, Brigitte? C'était la A alors, ou la B? C'était la A, avec un pied gauche et un pied droit. En effet, Alexis Godillot donc, est né à Besançon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant très longtemps, il n'y a pas eu de pied droit et de pied gauche dans les chaussures. Quand vous regardez les chaussures du Moyen-Âge toutes pointues, il n'y a pas de pied droit, il n'y a pas de pied gauche. Et ça, c'est quelque chose qui est resté très, très longtemps. Et donc, Alexis Godillot, qui est un manufacturier qui va faire fortune à Paris, il a beaucoup travaillé pour l'armée et l'armée de Napoléon III avait été très critiquée sur justement son habillement, sur ses chaussures. Et donc lui, il se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, il va proposer des chaussures avec un pied droit, avec un pied gauche. Parce qu'avant, les soldats n'avaient que des chaussures, oui, ou des chaussures qui étaient identiques. C'est-à-dire, si le pied droit était fichu, ben, on ne jetait pas le pied gauche. Vous voyez, donc c'était très pratique dans un sens. Pratique, mais pas très confortable. Ouais, ça, j'imagine. Donc lui, il a cette idée, donc il va inventer pied droit, pied gauche, et surtout, il va aussi inventer une semelle un peu voûtée pour combler la voûte plantaire. Donc il était extrêmement malin. C'est un inventeur, un podologue, un médecin, un peu tout. Ce qu'on appellerait un savant à l'époque. C'est un manufacturier, il se pose des questions, il essaye de résoudre des problèmes et surtout il va également mettre de l'imperméabilisant entre la semelle et l'intérieur pour que les soldats n'aient pas froid aux pieds et soient confortables. Donc c'était, alors ça a fait sa fortune. Ouais, ça j'imagine parce qu'aujourd'hui encore on lui doit quand même beaucoup. Hein. Oui. Et donc bon, même si le terme godillot est un peu usité aujourd'hui, mais bon, ça fait sourire. Ah, les godillots, ça oui, ça renvoie justement au 19e et début du 20e siècle. On continue donc avec Marie Physalix, 1861-1946. Marie Picot, épouse Physalix, a créé en 1907 le lit, non le fameux lit Picot. En 1907, un musée à Moutier, Haute-Pierre, destiné à exposer A, ses toiles et ses sculptures, B, ses écrits et engagements féministes, C, ses collections d'oiseaux et de reptiles. Alors réponse A, ses toiles et ses sculptures, levez bien haut le papier bleu. Pas grand monde. Ses écrits et engagements féministes, papier blanc, pas grand monde non plus. Ses collections d'oiseaux et de reptiles, pas grand monde non plus. Et ceux qui ne savent pas, alors levez la main. Ah, il n'y en a pas beaucoup qui savent. Quelle était la bonne réponse, Brigitte? Alors, ces collections d'oiseaux et de reptiles, ça aurait pu être également ses écrits, ses engagements féministes, parce qu'elle était très engagée au niveau féministe. Marie Picot Physalix, donc c'est une femme qui est née au 19e siècle et qui va faire des études. Et surtout, elle va rencontrer Monsieur Physalix, qui est donc biologiste. Ils vont vivre ensemble et elle va devenir médecin. Elle va s'intéresser à la biologie à travers justement les reptiles, surtout le venin des reptiles. Comment ça se fait qu'un reptile peut avoir du venin dans son sang et ne pas s'empoisonner, mais empoisonner? Donc elle va se poser des grandes questions. Donc son mari va décéder avant elle, et puis elle va revenir en Franche-Comté, et elle va justement ouvrir ce musée à Moutier-Haute-Pierre, qui est toujours ouvert et qui est à visiter. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Or, moi j'ai ressorti... La preuve, dans le test, peu connaissaient. Oui. Donc, dans l'hommage que lui a rendu l'Académie de médecine, donc suite à sa mort, c'est dithyrambique. Ce sont des hommes qui lui rendent hommage, donc c'est ça qui est déjà important, et qui disent mais ces travaux ont énormément servi à la science, donc ils expliquent tous les bienfaits de ces travaux. Et on va arriver à notre dernière question, ma chère Brigitte. Et oui, déjà. Mais comme ça, on récupère le retard de l'éclair au chocolat. On va finir en beauté. On va finir en beauté. Avec Charles Bocquier, 1833-1916, ce député du Doubs monta à la tribune à l'Assemblée en 1880 pour dénoncer
les mauvais traitements infligés aux filles du refuge de charité de Besançon. C'est pour ça que vous disiez qu'elle n'était pas très en odeur de sainteté. Je ne sais pas, hein, je me trompe peut-être. B. Défendre les droits de vote des femmes. C. Demander à être enterrée dans la cathédrale Saint-Jean. Donc réponse A. Dénoncer les mauvais traitements infligés aux filles du refuge de la charité de Besançon. Levez bien haut les bulletins bleus. En blanc, défendre les droits de vote aux femmes. C'est assez mitigé. Et demander à être enterré dans la cathédrale Saint-Jean. En rouge. Là, vous êtes 3. 4 peut-être. Quelle était la bonne réponse? C'est assez mitigé, ceux qui ne savent pas. Alors, c'est la première, c'est dénoncer les mauvais traitements infligés aux filles du refuge de la Vieille Monnaie. Ça ne pouvait pas être défendre le droit de vote des femmes parce que... Alors, il était très humaniste, mais il ne voulait pas que les femmes votent. Et puis, ça ne pouvait pas être enterré dans la cathédrale Saint-Jean parce qu'il était anticlérical. Donc Charles il y a des provocateurs, vous savez. Hein, oui, c'est vrai. Donc, et libre penseur. Alors, c'était un original, Charles Bouquier, mais qui était passionnant. Donc, il était historien, il a écrit des ouvrages donc justement sur les traditions folkloriques en Franche-Comté, et il a été surtout député du Doubs de 1880 à 1914. Et donc, pour les Bisontins, le refuge des Sœurs de la Charité, rue de la Vieille Monnaie, c'était une sorte de prison. Et donc, lui, en 1880, il va monter à la tribune justement de l'Assemblée nationale et il va expliquer que les religieuses maltraitent justement les filles qui sont enfermées, les mineurs. Et il va prendre un cas très particulier. Il dit, ben voilà, les sœurs emmènent les jeunes filles qui ont des cheveux longs à cette époque-là, donc en 1880, chez les coiffeurs byzantins pour leur faire couper les cheveux, et les sœurs récupèrent l'argent et les petites filles n'ont pas, donc ne gagnent rien, tout ça. Et pourquoi il monte à la tribune? C'est parce que depuis 1860, il est interdit de couper les cheveux aux prisonnières ou aux femmes comme ça lors d'une garde à vue. Donc il va monter à la tribune et puis ses ennemis, parce qu'il était plutôt socialiste, on lui dit de quoi vous vous mêlez, et ensuite il va décrire également les conditions de nourriture de ses filles, puisqu'il y a des filles qui sont sorties, qui lui ont envoyé des courriers en lui disant on a eu faim, vraiment, donc il va essayer de défendre donc les filles, alors qu'il est contre le droit de vote des femmes, il va vraiment défendre ces petites filles, enfin ces mineurs qui sont placés. Il était très original parce que pendant la guerre de 70, il avait eu une idée pour protéger les animaux. Il avait dit qu'il faudrait placer toutes les vaches dans les églises de Franche-Comté. Mais ça, c'était son côté anticlérical pour les protéger. Donc là, je le soupçonne d'avoir fait de l'humour. Oui, voilà. Oui, mais c'était un homme très, très intéressant. Merci. Eh bien, je vous propose d'applaudir très fort pour toutes ces explications Brigitte Rochelandais. Merci beaucoup, Brigitte, pour ce grand quiz des rendez-vous de l'âge. On a appris plein de choses. Peut-être avons-nous découvert d'ailleurs de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités. En tout cas, on rentrera moins bête ce soir. Je rappelle que